venir investir en République démocratique du Congo si les groupes armés sévissent presque partout. Et pour nous, c'est parmi les grands défis et nous croyons que nous aurons toujours le soutien de l'État central pour que cette question de sécurité trouve des solutions. Est-ce que vous avez peur de parler de la présence de l'armée rwandaise? Je l'ai si bien dit, les compétences étant d'attribution, je ne peux pas imaginer que je sois le porte-parole de FARDC, mais je suis gouverneur de province, je suis membre du comité provincial de sécurité, je suis le représentant du chef de l'État, je ne peux pas parler des choses qui ne sont pas vérifiables. Je crois que cette question avait été vidée. Le ministre de la Défense, le porte-parole de l'armée et nous-mêmes, nous avions donné notre point de vue. On a même demandé à ceux qui ont des preuves de pouvoir les montrer. Mais nous avions reconnu un jour qu'il y avait des patrouilles tout au long de la frontière entre nous et le Rwanda. À commencer par la borne 11, 9, 11, 12, jusqu'à 14. Ce sont des patrouilles régulières. Et nous les faisons autant que l'armée rwandaise fait la même chose de leur côté. Mais si un militaire congolais est sur la borne, le Rwanda ne pourra pas dire qu'il a violé son territoire. Si un militaire rwandais est sur une quelconque borne qui nous sépare, parce que la borne c'est la zone neutre. Donc les bornes qui sont implantées entre nous et le Rwanda ne sont pas à confondre avec le territoire national de chaque pays. Et donc, un militaire congolais, soit un militaire rwandais, peut se retrouver à une borne quelconque donnée. C'est pas ça la violation du territoire. Et donc, pour nous, nous réitérons les mêmes propos que nous avions dit. On n'a aucune indication quant à ça. Saluer les deux journalistes qui ont posé plusieurs questions. Et je vais tâcher de répondre à ces questions. Êtes-vous fiers de ce que vous êtes en train de réaliser? Je crois que je l'ai dit. Et je dis que mes ambitions restent intactes, en dépit des événements qui se produisent au cours de notre mandat. Si je dois revenir au début, j'entre au gouvernorat comme gouverneur de province. Je trouve une grande épidémie, la maladie à virus Ebola. Et je me souviens, je l'ai même dit dans ma campagne, que ma priorité pour le premier mois de mon mandat, je vais me concentrer sur la question de la santé publique. Aujourd'hui, vous avez été tous témoins de l'affaire d'Ebola. Certes, ce n'est pas les efforts du gouvernement provincial seul, mais j'ai bien dit, c'est la conjugaison des efforts et du gouvernement central et de partenaires, surtout l'engagement de la communauté des enfants du Nord Kivu. Si la population du Nord Kivu n'avait pas suivi nos communications, je ne crois pas qu'on serait en ces résultats. Et donc, votre gouvernement est fier d'avoir participé à cette réussite, de pouvoir vaincre la maladie à virus Ebola. Nous sommes fiers parce que nous sommes animés par des ambitions. Nous avions planifié notre action, on a élaboré un programme d'action, on a même fait un budget. Mais je venais de vous souligner un aspect très important parce que personne n'a prévu le Covid. Le gouvernement central a instruit à tous les gouverneurs de ne se concentrer que sur la question de la pandémie Covid-19, mais aussi à envisager des activités de la relance économique. Parce qu'il faut marier la survie que nous devons assurer au quotidien, mais aussi la sécurité que nous devrons assurer aussi pour que notre population ne soit pas victime de la pandémie Covid-19. Nous sommes encore sur ces batailles-là. J'espère que ça ne sera pas long si nous gagnons l'accompagnement de la population. J'ai l'impression, évidemment, que les Congolais
ou bien certaines personnes ne sont pas en train de lire les signes des temps. La situation économique aujourd'hui en République démocratique du Congo n'est pas différente de la situation d'autres pays. Et donc, il ne faut pas imaginer des solutions miracles dans un contexte exceptionnel. Je crois que c'est la première fois qu'on soit dans un état d'urgence sanitaire. C'est la première fois. C'est notre état, nous devons assumer et nous devons travailler pour renverser la tempête. La question de Covid ne devra pas nous ébranler, nous comme autorités. C'est pourquoi nous sommes là. Il faut orienter le peuple, il faut redonner espoir et il faut lutter. Et je pense qu'à travers les canaux que vous avez, à travers cette tribune que vous nous offrez, vous participez aussi à la lutte contre Covid, mais aussi vous soutenez votre gouvernement à donner le meilleur de lui-même. Nous avons donné le meilleur de lui-même en fonction des recettes que nous avons. Parce que vous aviez parlé des groupes armés. Effectivement, il faut savoir que les compétences sont d'attribution. En ma qualité de gouverneur, je représente effectivement l'État central, mais si vous lisez la Constitution telle que je l'ai évoquée, l'article à partir de 202 jusqu'à 206, vous allez comprendre qui peut faire quoi et quand. Nous nous sommes impliqués dans la sensibilisation. Les enfants du Nord Kivu ont compris le message du chef de l'État, mais hélas, après avoir regroupé certains enfants dans les camps de Mubambiro, mais aussi à Kalunguta, la pandémie a commencé. Et toutes les planifications, je vous ai dit, qui étaient jadis déjà élaborées, ont subi un circuit. Et aujourd'hui, la République est en train de se mobiliser pour regarder cette situation. Je peux vous avouer qu'on n'a pas lâché prise. Il y a même au niveau militaire certains qui ont demandé de rentrer dans leur village et après ils pourront revenir. Ils pourront revenir pour répondre à l'appel du chef de l'État. Donc rien n'est perdu. L'essentiel pour nous, au Nord Kivu, que la jeunesse comprenne que les armes détenues par eux-mêmes ne devront pas être considérées comme la meilleure stratégie pour assurer la sécurité. Au contraire. Et nous allons continuer avec ces messages. Nous profitons aussi de votre micro pour continuer à sensibiliser les groupes armés, de laisser les armes et de les remettre dans les mains des FARDC, le seul habilité à détenir les armes pour la défense de notre pays. Je voudrais vous rassurer que le conflit de Kopérama est toujours suivi à la loupe par votre gouvernement. Je me souviens quand le ministre des Mines était ici, nous avions présenté ce tableau. Mais tout en fonction de la loi. Le gouverneur n'est pas au-dessus des lois de la République. Quand on parle d'une concession minière, ça veut dire qu'il y a une procédure qu'on a suivie pour accéder à cette concession. Il y a des obligations même du concessionnaire. C'est à ce niveau qu'il y a le problème au niveau de Massissi. Que ce soit SMB, que ce soit Kopérama, au regard de la loi minière, il y a de quoi reprocher des deux côtés. C'est la raison pour laquelle nous avions saisi, nous avions profité même de l'occasion de l'arrivée du ministre des Mines ici, pour que cette question soit bien résolue conformément à la loi minière, parce qu'il faut éviter les sentiments. Le gouverneur de province profiterait de ces conflits de quelle manière? Au contraire, je suis de ceux qui pensent que s'il y a une exploitation minière rationnelle, tracée, c'est la province qui gagne. Mais quand les gens se battent à Rubaya, il y a ceux qui profitent, la contrebande profite pour exporter nos minéraux en fraude. Et c'est la province qui gagne. Moi, j'ai besoin de la reconstruction de la province, j'ai besoin de moyens. Je ne peux pas avoir un intérêt indu dans une situation qui ne conforte pas la province du Nord Kivu, qui ne conforte pas les intérêts de la province. Et donc, je crois qu'il y a plus de spéculation. Les gens ont toujours tendance à faire des analyses tronquées. Le fait que le président de l'Assemblée provinciale est membre de la Kopérama,
on cherche à lier les activités de la coopérative à sa personne. Je crois qu'il faut savoir distinguer la personne morale à la personne physique. C'est ce qui est plus important en ce sens-là. La Coopérama ne doit pas être identifiée à la personne physique de l'honorable président. Encore moins que le gouverneur n'est pas membre ni de la Coopérama, je ne suis pas sociétaire de SMB. L'intérêt que nous avons pour terminer ce problème, c'est la quiétude de la population. C'est l'exploitation rationnelle des ressources minières. Nous n'avons pas un autre intérêt que ça, mais je sais qu'il y a des gens qui veulent peut-être régler des comptes au président et ils pensent que, en le disant comme ça va toucher aussi les gouverneurs. Je peux vous rassurer que nous n'avons qu'un seul intérêt, la prospérité de notre population, pour que cette population puisse jouir des fruits, des minerais que nous avons. Je voudrais répondre à la question de Mahon relative à comment nous faisons pour assurer la survie des agents et nous-mêmes, pour assurer même le minimum que nous sommes en train de faire. Effectivement, la province a des ressources. Nous avons les rétrocessions qui représentent plus ou moins 80% de notre budget, tel que dit dans mon exposé. Nous avons aussi les ressources provinciales qui représentent plus ou moins 20% de nos recettes budgétisées. Mais à dépit de la conjoncture économique, à dépit des sursoirs à la perception de certaines taxes, mais nous essayons de maintenir la maison. Et je crois qu'il y a beaucoup de problèmes dans toutes les provinces. Je ne suis pas la seule province qui a des difficultés à terme d'assurer le phénomène 40 voleurs. Nous en sommes conscients. C'est la raison pour laquelle on est en train de capaciter la mobilité de la police. Parce que le plus grand défi aussi que la police avait dans la ville de Goma, c'était la question de la mobilité. Je venais de vous dire que nous avons déjà commandé 10 véhicules pour répondre aux besoins du Jeep, pour répondre aux besoins de la circulation, de la mobilité de la police. Les 7 sont en route. Quand ces 7 Jeeps vont arriver, on va encore ajouter à Goma peut-être 3 ou 4. Notre objectif, c'est de voir chaque quartier avoir une position de la police avec une mobilité assurée. Et nous allons continuer à travailler sur cet objectif. Mais la sécurité, elle est collective. Nous avons toujours demandé la collaboration. Et je peux vous dire que chaque jour, on arrête aussi des délinquants. Comme aujourd'hui. On a arrêté des délinquants, mais aussi ça n'a pas empêché certains criminels à opérer dans un autre quartier. Et donc c'est un travail au quotidien. Nous allons nous continuer à mûrir les stratégies pour arrêter ces criminels et le mettre hors d'état de nuire. Et nous avons besoin de la collaboration de la population du Nord Kivu, surtout de la ville de Goma. Les systèmes d'alerte devra fonctionner pour nous permettre effectivement d'être à temps utile pour répondre aux besoins de secourir nos populations. Est-ce que vous pensez indemniser les victimes de la barbarie des rebelles? Je pourrais peut-être vous répondre à un juriste. Quelle est la responsabilité de l'État qui est engagé quand un hors-la-loi commet une infraction? Nous considérons tous ces groupes armés comme des hors-la-loi. S'il y a des responsabilités civiles à établir, on pourra les établir dans leur chef. C'est la raison pour laquelle il y a des cours et tribunaux. Mais nous sommes dans un processus sécuritaire et politique. Il peut arriver, comme on l'a vu dans les temps, que certains chefs de groupes armés soient, comment on le dit, soient graciés par les chefs de l'État pour le fait qu'ils ont commis, mais
qu'au niveau politique, nous avons la responsabilité de créer la resocialisation, de travailler sur la resocialisation. C'est ce qui nous a motivés à faire notre DDRC. Parce que nous pensons que ces groupes armés, là où ils vivent, ces groupes armés ont commis des faits infractionnels, ont irrité le MERS. Et nous pensons que s'il y a un dialogue franc entre la communauté locale et les membres des groupes armés qui décident de ne pas aller dans l'armée, de ne pas faire l'armée, de rentrer dans la vie civile, il faut un processus de resocialisation dans la communauté. Et donc, je ne crois pas que l'État pourra, sur le plan civil, assumer la responsabilité des rebelles comme tout ce que nous attendons dans la province du Nord Kivu. Notre responsabilité, c'est d'assurer la sécurité de tous les citoyens. Mais effectivement, on peut avoir un accompagnement. L'État peut élaborer un programme d'accompagnement où les communautés locales peuvent se retrouver aussi bénéficiaires. On peut par exemple, comme j'ai été ministre de l'Agriculture, on peut relancer l'agriculture dans un coin, on peut intensifier l'élevage, on peut former les gens, les jeunes et les femmes dans différents métiers. Et des programmes comme ça sont possibles. Mais on ne peut pas parler à terme d'indemnisation. Vous avez peur de nommer les gens. Je crois avoir fait l'essentiel. J'ai une équipe gouvernementale, j'ai un cabinet, je suis en train d'aller aussi mollo dans les services publics. Mais les gens oublient ce qu'on appelle le principe de la continuité de l'État. Quand on vous trouve dans un poste, et si l'autorité qui vous utilise ne trouve pas l'opportunité de vous changer, est-ce qu'il faut encore prendre un autre acte? Parce que vous êtes là. Je crois que c'est peut-être c'est psychologique, mais ce n'est pas administratif. Je voudrais rassurer tout le monde qu'on n'a pas peur de prendre des décisions. Mais en quoi on serait un gouverneur si on a peur de prendre des décisions? Encore que ce sont des décisions sans conséquences. Nous prenons des décisions avec de graves conséquences. Mais des décisions qui n'ont pas de conséquences, comment on pourrait avoir peur de les prendre? Donc les gens devront être tranquilles s'il y en a. Le mesure de Covid, vous avez raison parce que ce constat a déjà été fait par nous-mêmes. J'ai l'impression, je le dis souvent, que les Congolais, les Nord-Kivusiens, on est plus satisfait des résultats éphémères. Je le vois souvent même quand nos équipes sont en train de jouer. Il suffit qu'on ait des billes d'avance, tout le monde est dans l'euphorie qu'on a gagné après. Ils ne s'imaginent pas les retours de la manivelle. Je l'ai toujours dit, nous n'avons gagné qu'une bataille. Covid est encore là. Il faut continuer à respecter les mesures barrières, porter le masque. Et j'ai fait souvent des réunions avec les comités provinciaux de sécurité pour leur dire nous devons veiller à ce que la population du Nord Kivu soit sécurisée. Nous allons encore redoubler d'efforts parce qu'en fait les gens ont suivi la communication du ministre ici et qui a félicité la province Nord Kivu et les gens croient que c'est un pari gagné. Je me souviens les jours où on était arrivé à 5 cas guéris. J'ai reçu des appels de gens qui me demandaient si Covid était déjà conquise. Je leur ai dit, faites attention, c'est juste une phase. Nous sommes très exposés parce que nous avons aussi des pays voisins qui ont le Covid. Nous sommes exposés, nous avons les provinces voisines. Aujourd'hui, nous sommes à 93 cas confirmés à Goma. Mais le 20 cas de plus, ces 20 cas n'ont pas de lien épidémiologique avec les malades qu'on avait avant. Pourtant, au début, toute la chaîne était connue. Nous savions tel malade a été en contact avec tel. Nous sommes en train de rechercher des pistes
Mais nos conclusions sont telles qu'il y a des gens, même si on a isolé le Nord Kivu et Bukavu, mais il semblerait qu'il y a des gens qui viennent par les bottes, ils arrivent dans les Calais et ils viennent vers Goma. Il semblerait qu'il y a des gens qui viennent par la route Bweremana. C'est la raison pour laquelle une équipe de ministres du gouvernement provincial était allée là-bas. Le ministre de l'administration, je crois le ministre de la justice, pour discuter avec les homologues du Sud Kivu de comment nous allons faire, nous allons faciliter la circulation entre la population du Sud Kivu, surtout de Bweremana, de Minova, et celle du Nord Kivu, celle de Bweremana. On a envisagé des mesures, ces mesures sont d'application. Je crois que ces mesures vont nous aider à bien contrôler tous les mouvements de masse qui venaient par là. Et donc, encore une fois, je voudrais attirer l'attention de la population du Nord Kivu pour que les mesures barrières contre le Covid soient continuellement respectées. Sinon, les pays aujourd'hui qui ont plus de moyens que la République démocratique du Congo, telle que l'Afrique du Sud, est en train de revivre la hausse des cas de la pandémie Covid-19, tout simplement parce que les gens ont cru que les efforts fournis par le gouvernement, c'était le moyen pour eux de dire il n'y a plus Covid. Il y a des efforts fournis, certes, au Nord Kivu, mais le plus grand effort que nous avons toujours demandé, c'est la collaboration de tout le monde. Que ce soit la population, que ce soit les services de sécurité, que ce soit les confessions religieuses, nous devrons nous engager, nous tous, à lutter contre le Covid. Je sais aussi qu'il y a certains éléments de la police qui exagèrent, qui rançonnent même la population, qui perçoivent quelques amendes sans les canaliser au trésor provincial. Mais une meilleure police n'est efficace s'il y a la collaboration de la population. Moi, je souhaiterais qu'il y ait des dénonciations. Comme ça, avec ces dénonciations, nous pouvons arrêter certains policiers. Il y en a ceux qui ont été arrêtés, d'ailleurs, dans ce sens-là, pour maintenir la discipline. L'armée et la police, c'est d'abord la discipline. Nous comptons beaucoup sur les médias, dans le cadre de la sensibilisation. Nous comptons beaucoup sur les services de sécurité pour faire observer les mesures de la lutte contre le Covid-19. Je crois avoir ramassé les quelques préoccupations de journalistes Samy et Raphaël. Compte tenu du temps vous imparti par les services de protocole d'État et considérant le programme de l'autorité provinciale trop chargé, nous allons